La pluie de Boston frappait contre les vitres du restaurant Menton, brouillant les lumières du port visibles à travers les fenêtres. Lorenzo se tenait à l'entrée, l'eau ruisselant le long de son costume bleu marine taillé sur mesure. Son regard perça l'élégante salle à manger, jusqu'à se fixer sur une table familière, tout au fond, dans un coin. C'était leur table. Celle que lui et Vanessa avaient choisie pour célébrer chaque anniversaire, pendant 13 ans. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Mais ce soir, ce n'était pas avec lui qu'elle était assise. C'était avec son amant. Ils levaient leur verre pour célébrer leur divorce. Un divorce dont il venait de signer les papiers. Et pourtant, Lorenzo ne ressentait ni colère, ni rage. Juste un calme glacial. Avocat chevronné, spécialiste des cas complexes d'immigration, il était habitué à garder son sang-froid, même dans les confrontations les plus tendues. Mais ce soir, il ne contrôlait pas ses émotions pour un tribunal, mais pour une justice privée, longuement réfléchie, méticuleusement planifiée. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste, caressant le papier du bout des doigts, et s'avança lentement vers la table. Lorenzo se souvenait parfaitement de la première fois où il avait perçu des signes étranges. C'était l'automne dernier. Les feuilles d'érable de Boston commençaient tout juste à rougir. Vanessa avait changé de parfum. Elle avait modifié le mot de passe de son téléphone. Et elle était devenue étonnamment secrète à propos de son emploi du temps. Au début, il avait mis ces changements sur le compte du stress professionnel. Après tout, son entreprise de courtage migratoire international, PTHS, avait connu une croissance fulgurante ces dernières années. Mais la vérité éclata un soir de jeudi, apparemment banal. Lorenzo était rentré un peu plus tôt que d'habitude. Et, en passant près du bureau, il entendit accidentellement une conversation. Si on examine bien les données, ces transferts peuvent être repérés, disait une voix d'homme. C'était Nicolas. Le comptable que Vanessa avait engagé l'année précédente. Alors assure-toi que personne ne les examine de trop près, répondit Vanessa, d'un ton glacial que Lorenzo n'avait jamais entendu chez elle. Mes clients paient pour des résultats, pas pour des explications. Lorenzo s'immobilisa. Juste derrière la porte. Il retint sa respiration. Sa femme, discutait-elle d'une activité illégale? Ton mari n'a jamais soupçonné quoi que ce soit, demanda Nicolas d'un ton légèrement moqueur. Lorenzo est trop occupé à sauver ces pauvres immigrés, ricana Vanessa. Il croit toujours que le système fonctionne comme il devrait. Son intégrité, c'est sa plus grande faiblesse. Il ne peut même pas imaginer que les autres fassent ce que lui ne ferait jamais. Une douleur aiguë transperça la poitrine de Lorenzo. Il avait toujours respecté l'indépendance de Vanessa. Il était fier de ses réussites. Et là, l'entendre se moquer de ses valeurs, c'était un coup violent. Alors, il ne sait rien de notre collaboration, demanda Nicolas, sa voix devenant plus intime. Il ne voit que ce qu'il veut voir, murmura Vanessa. Il y eut un silence. Puis, le bruit d'un baiser. Lorenzo recula, en silence. Ses soupçons étaient devenus certitude. Il n'était plus question seulement d'une trahison conjugale, mais aussi d'un comportement professionnel potentiellement criminel. Ce soir-là, il fit comme si de rien n'était. Mais intérieurement, un plan commençait à se dessiner. Avocat expérimenté, Lorenzo savait que toute accusation exigeait des preuves. Et que la vengeance réclamait une stratégie. Au fil des semaines suivantes, il commença discrètement à rassembler des informations. Il repéra des mouvements étranges sur les comptes de l'entreprise de Vanessa. Des incohérences dans les dossiers des clients. Il engagea un détective privé pour suivre Vanessa et Nicolas. Il installa des micros dans le bureau à domicile. Chaque geste, chaque décision était calculée. Sans laisser la moindre trace. De l'hiver au printemps, les preuves s'accumulèrent. Et ce qu'il découvrit dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Les enregistrements révélèrent un plan terrifiant, l'entreprise de Vanessa falsifiait des documents pour permettre à des demandeurs non éligibles d'obtenir un statut migratoire. En échange de sommes faramineuses. Nicolas, quant à lui, utilisait ses compétences pour bâtir des schémas complexes d'évasion fiscale à destination de clients fortunés. Il aidait aussi Vanessa à dissimuler leurs revenus illégaux. Mais le pire, c'était leur plan final.
Il prévoyait de divorcer au moment opportun, après avoir transféré en secret une partie conséquente de leurs biens. Lorenzo est trop fier, disait Vanessa un soir dans un enregistrement. Dès qu'il saura que je l'ai trompé, il acceptera n'importe quoi pour en finir. Il ne supportera jamais l'idée d'avoir l'air d'un homme brisé qui s'accroche après une trahison. Stratégie brillante, acquiesça Nicolas. Utiliser sa fierté pour éviter toute enquête financière approfondie. En entendant cela, Lorenzo sentit une colère froide l'envahir. Une rage qu'il n'avait jamais connue jusque-là. Pas seulement à cause de la trahison, mais parce qu'il le calculait. Et il le méprisait. Lorenzo avait commencé à comprendre que la relation entre Vanessa et Nicolas ne reposait ni sur une attirance émotionnelle, ni même sur un simple désir charnel. Non, leur lien était bien plus sombre, une alliance fondée sur la cupidité partagée et le mépris total des lois. Ils se servaient l'un de l'autre, utilisant leur lien pour élargir leur réseau dans des activités illégales. Au milieu du printemps, Lorenzo avait enfin ce qu'il lui fallait, des preuves irréfutables. Il détenait des enregistrements précis démontrant clairement la fraude migratoire orchestrée par l'entreprise de Vanessa, ainsi que les montages illégaux d'évasion fiscale imaginés par Nicolas pour ses clients les plus importants. Mais surtout, il avait mis la main sur des preuves accablantes, des transferts secrets d'actifs, qui auraient dû faire partie des biens communs du mariage. Le dernier week-end de mai arriva, et Lorenzo était prêt. Son plan était en place. Ironiquement, c'était la veille de leur 10e anniversaire de mariage. Vanessa, elle, avait déjà réservé une table au restaurant Menton pour célébrer l'événement. « Je risque d'être en retard », lui dit Lorenzo ce matin-là. Le juge Cole m'a demandé des documents supplémentaires pour l'audience de demain, encore une fois. Vanessa soupira, mais Lorenzo remarqua une chose, une étincelle de soulagement furtive dans ses yeux. Peut-être que je devrais inviter Nicolas à m'accompagner, pour ne pas gaspiller la réservation, proposa-t-elle d'un ton faussement désinvolte. Excellente idée, répondit calmement Lorenzo, tout en notant la légèreté calculée dans la voix de sa femme. Ce jour-là, Lorenzo ne se rendit pas au bureau. Il prit plutôt la direction d'une clinique médicale. 2 mois plus tôt, lorsqu'il avait commencé à soupçonner Vanessa d'infidélité, il avait découvert dans ses dossiers médicaux qu'elle avait reçu un traitement à base d'antibiotiques spécifiques. En creusant davantage, il avait appris qu'elle avait contracté une forme rare d'une maladie sexuellement transmissible. Et selon les dossiers, Nicolas avait, lui aussi, contracté exactement la même variante. Ce rapport est-il confirmé, Dr. Reed, demanda-t-il. Oui, monsieur Lorenzo. Les 2 échantillons révèlent exactement la même souche rare, et les périodes d'infection sont très proches. Étant donné sa rareté, la source est très probablement la même. Lorenzo glissa le rapport dans une enveloppe. Elle ferait partie essentielle de son plan. Cette même nuit, il se rendit au tribunal fédéral de Boston. Il y déposa un dossier complet contenant les preuves des montages fiscaux de Nicolas et la liste de ses clients. Simultanément, il transmit un rapport au service d'immigration et au FBI, dénonçant la fraude présumée dans l'entreprise Global Pass. Tout était méticuleusement planifié. Chaque minute comptait. L'intervention des forces de l'ordre commencerait, le lendemain soir. Le jour de leur anniversaire. Le lendemain matin, comme il l'avait anticipé, Vanessa lui proposa le divorce. Elle prétendit qu'il s'était éloigné, et suggéra une répartition des biens totalement injuste pour Lorenzo. Elle se montrait calme, raisonnable, convaincue que tout se déroulait selon son propre plan. « J'ai déjà contacté un avocat et préparé les documents », déclara-t-elle, une lueur de satisfaction à peine dissimulée dans la voix. « J'espère que nous pourrons gérer ça comme 2 adultes. Sans drame. Ni retard. » Lorenzo signa les papiers en silence. Sans poser de questions. Sans protester. Vanessa sembla se détendre immédiatement. Elle croyait avoir gagné. Je serai à Menton avec Nicolas. Quelques affaires professionnelles à discuter, lança-t-elle d'un ton léger. Tu as toute la nuit pour ramasser tes affaires. Bien sûr. Profitez du dîner, répondit-il avec un calme glaçant. Et ils se séparèrent. Vanessa, vers son rendez-vous. Lorenzo, lui, retourna à son bureau, pour attendre le prochain mouvement. À la tombée de la nuit, le téléphone sonna. C'était l'agent du FBI, Carolina. L'opération est en cours, monsieur Lorenzo.
Nous perquisitionnons simultanément les bureaux de Nicolas et l'entreprise de votre épouse. Les premières découvertes correspondent parfaitement aux informations que vous nous avez fournies. Merci de m'avoir informé, agent, répondit-il. Ils sont maintenant au restaurant Menton? Oui, monsieur. Je suggère de les laisser terminer leur dîner avant d'intervenir. Après avoir raccroché, Lorenzo ajusta sa veste. Il prit l'enveloppe. L'enveloppe décisive. Et prit la route vers Menton. Il était temps de mettre un terme à tout cela. La pluie ruisselait sur ses joues, comme pour pleurer à sa place les larmes qu'il refusait de verser. Il traversa le restaurant sans un mot. Droit vers la table de Vanessa et Nicolas. Ils étaient là, absorbés par leur champagne. Sans remarquer son approche, Vanessa riait doucement. Elle portait une nouvelle robe que Lorenzo n'avait jamais vue, ses cheveux élégamment relevés et les boucles d'oreilles en diamant qu'il lui avait offertes pour leur 10e anniversaire. Nicolas, comme toujours, portait un costume sur mesure, avec une allure élégante et confiante. « Bonsoir », dit Lorenzo calmement, tandis que tous deux levaient les yeux, surpris. « Lorenzo ?» Vanessa baissa sa coupe de champagne, déconcertée. « Que fais-tu ici ? Je croyais que tu travaillais tard. »« Mon travail s'est terminé plus tôt que prévu », répondit Lorenzo d'une voix étrangement sereine. « Et j'ai pensé que, pour notre anniversaire, je devrais dîner avec ma femme. » Son regard passa de Vanessa à Nicolas. « Bien qu'il semble que tu aies déjà trouvé un remplaçant. » Nicolas se racla la gorge et redressa rapidement son attitude, adoptant un masque professionnel. « Lorenzo, ce n'est qu'un dîner d'affaires. Vanessa m'a dit que tu avais un travail urgent, alors nous avons décidé de discuter de certains sujets liés à l'entreprise. » Lorenzo esquissa un léger sourire. « Quelle coïncidence. Parce que ce matin, quand toi, Vanessa, tu as demandé le divorce, j'ai pensé que votre relation avait depuis longtemps dépassé le cadre professionnel. » Le visage de Vanessa devint instantanément livide. « Tu sais ? Je sais beaucoup de choses, Vanessa, dit Lorenzo d'un ton toujours aussi posé. Je sais que toi et Nicolas avez eu une liaison pendant au moins 6 mois. Je sais comment vous comptiez profiter de mon intégrité et de ma fierté. Je sais que votre collaboration professionnelle n'est en réalité qu'une série d'escroqueries et d'évasions fiscales. C'est absurde, l'interrompit Nicolas, bien que sa voix tremblait légèrement. Tu n'as aucune preuve. Au contraire, j'ai plus que suffisamment de preuves, répondit Lorenzo en sortant une enveloppe de sa poche qu'il posa sur la table. Mais ce soir, je veux d'abord partager une découverte plus personnelle. Vanessa regarda l'enveloppe avec prudence, mais ne tendit pas la main pour la prendre. Lorenzo la poussa doucement vers elle. « Félicitations pour ta liberté, Vanessa, dit-il avec une pointe d'amertume à peine perceptible dans la voix. « Ouvre-la. » Les doigts tremblants, Vanessa ouvrit l'enveloppe et en sortit les documents. À mesure qu'elle lisait le contenu, son expression passa de la confusion au choc, puis à la terreur absolue. « C'est impossible !» murmura-t-elle, presque inaudible. « Quoi ?» demanda Nicolas en se penchant pour voir le document. « Résultat de test ADN, expliqua Lorenzo avec calme. Il montre que Nicolas est porteur d'une variante rare d'une maladie sexuellement transmissible. Et selon les dossiers médicaux, il en est infecté depuis au moins 2 ans. Fait curieux, Vanessa, ton examen médical d'il y a 3 mois montre que tu es également infecté par exactement la même variante. » Le visage de Vanessa pâlit davantage. « Comment as-tu eu ces informations ? Ce sont des dossiers médicaux privés. En tant que ton mari, je suis toujours ton contact d'urgence médicale, fit remarquer Lorenzo. Et en tant que co-titulaire de ta police d'assurance, j'ai accès au dossier de réclamation. Quant à Nicolas, je pense que son ex-femme, Catherine, est probablement au courant de son état de santé, surtout si cela faisait partie des raisons de leur divorce. » L'expression de Nicolas passa du choc à la colère. « Tu n'as pas le droit d'enquêter sur ma vie privée. Tout comme toi, tu n'avais pas le droit d'interférer dans mon mariage, répliqua Lorenzo, toujours calme. Ou comme vous n'aviez aucun droit de tromper les clients qui vous faisaient confiance. Que veux-tu, Lorenzo ? Demanda finalement Vanessa d'une voix tremblante. De l'argent ? Des parts de l'entreprise ? Lorenzo secoua la tête, une expression presque pleine de pitié sur le visage. Je ne veux rien, Vanessa. En fait, j'ai déjà signé les papiers du divorce, renonçant à la majorité de mes droits sur nos biens communs.
La seule chose que je veux, c'est la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Nicolas, soudain sur ses gardes. Lorenzo se leva, ajustant calmement son costume. Cela veut dire que j'ai déjà transmis à l'administration fiscale la liste des clients de Nicolas ainsi que les détails de ses montages d'évasion fiscale. Et les preuves des fraudes de Global Passwords ont été envoyées à l'immigration et au FBI. Il jeta un coup d'œil à sa montre. En fait, si tout se passe comme prévu, ils doivent être en train de perquisitionner vos bureaux et vos domiciles à l'heure qu'il est. À ce moment-là, le téléphone de Lorenzo sonna. Il regarda l'écran et... Puis il sourit au couple stupéfait. Il semble que l'opération ait déjà commencé. Je vous suggère de contacter un avocat. Bien que je doute fort qu'un bon avocat puisse vous aider à échapper à la justice, étant donné la gravité de vos délits. Lorenzo se retourna pour partir, mais s'arrêta net et regarda son ex-femme. Tu sais quoi, Vanessa? Tu avais raison. Je fais trop confiance aux gens. Mais ma plus grosse erreur n'a pas été de faire confiance aux autres, c'était de te faire confiance à toi. Il quitta ensuite le restaurant, laissant Vanessa et Nicolas face à la tempête juridique qui les attendait. La pluie à Boston avait cessé, et quelques étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne. Lorenzo inspira profondément l'air frais, ressentant une étrange sensation de liberté. Son mariage était peut-être terminé, mais la justice, elle, ne faisait que commencer. Lorenzo quitta le restaurant, le menton levé, alors que la brise fraîche de la nuit, chargée de l'odeur de pluie, caressait ses joues. Les lampadaires de Comels venus projeter des halos diffus sur le trottoir humide comme des ombres fantomatiques de ses 13 années de mariage, autrefois éclatantes, désormais floues. Il déboutonna sa veste, prit une profonde inspiration, et laissa la brise nocturne emporter le poids qui pesait sur sa poitrine. Quelques heures plus tard, son téléphone sonna de nouveau. Le nom de l'agente Carolina s'afficha à l'écran. Lorenzo à l'appareil, répondit-il d'une voix ferme. La perquisition est terminée, annonça Carolina. Nous avons trouvé de nombreux documents et disques durs dans le bureau de Nicolas. Préliminairement, la situation est bien pire que ce que nous pensions. Son réseau d'évasion fiscale implique au moins 20 clients fortunés, dont plusieurs figures publiques. Et la situation chez Global Passwords, demanda Lorenzo. Tout aussi choquante. Faux dossier, lettres de recommandation frauduleuses, transferts vers de multiples comptes bancaires. Ton ex-femme dirigeait une escroquerie particulièrement sophistiquée. Le pire, c'est que des dizaines de demandeurs non qualifiés ont obtenu leur résidence grâce à son entreprise, certains avec des antécédents criminels. Lorenzo ferma les yeux. Il connaissait déjà la vérité, mais entendre la confirmation officielle lui serra le cœur. Ce n'était pas qu'une trahison envers lui, c'était une violation de tout le système migratoire. Un coup porté à ceux qui avaient réellement besoin d'aide. Où sont-ils maintenant? Demanda-t-il. Emmenés au bâtiment fédéral pour interrogatoire. Étant donné la gravité des preuves et le risque de fuite, il est presque certain que le juge refusera la libération sous caution. Carolina fit une pause. Lorenzo, tu as pris un risque énorme. S'ils avaient été alertés plus tôt. Le risque était nécessaire, coupa Lorenzo. Parfois, la justice exige qu'on fasse le premier pas. Après avoir raccroché, Lorenzo marcha le long de Comels venu, sans envie de retourner là où autrefois se trouvait un foyer plein de souvenirs, devenu aujourd'hui une coquille vide. 3 jours plus tôt, il avait discrètement déménagé ses affaires personnelles dans un appartement temporaire. Cette maison qu'il avait bâtie avec Vanessa, n'était plus son refuge. Arrivé au bord de la rivière Charles, Lorenzo s'arrêta. Il observa les reflets de lumière qui dansaient à la surface de l'eau. 13 années de mariage, fini. Pas à cause d'un éloignement. Pas à cause d'un amour qui s'était éteint. Mais parce que la femme qu'il aimait avait choisi la trahison. Et ce qui faisait encore plus mal, c'est que Vanessa ne l'avait pas seulement trahi, lui. Elle avait aussi trahi son éthique professionnelle, et toutes les personnes qui lui faisaient confiance. Sur un banc tout proche, un jeune couple se tenait blotti l'un contre l'autre, chuchotant et riant doucement. Lorenzo les observa, et se souvint des débuts avec Vanessa. À cette époque, elle lançait tout juste son cabinet de conseil en immigration. Pleine de passion, pleine d'idéaux. Lui, jeune avocat, croyait que la loi pouvait protéger les plus vulnérables. Il partageait un rêve, aider les autres à atteindre le rêve américain. Quand tout cela avait-il commencé à s'effondrer? La tentation de l'argent avait-elle été trop forte?
Ou la ligne morale, trop facile à franchir? Lorenzo ne savait pas. Mais il savait une chose, cette Vanessa qu'il avait tant aimée, était désormais une parfaite inconnue. En quittant la rive, Lorenzo décida de rendre visite à un vieil ami, son mentor, Xavier. Un juge à la retraite, qui l'avait guidé à ses débuts dans le monde juridique. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait comprendre sa situation actuelle, c'était Xavier. L'appartement de Xavier se trouvait à Beacon Hill, au dernier étage d'un immeuble victorien. Bien qu'il fût presque minuit, Xavier ouvrit immédiatement la porte et invita Lorenzo à entrer. Ça sent la soirée whisky, lança Xavier en lui tendant un verre. Un Macallan 18 ans, réservé pour les occasions spéciales. Lorenzo accepta le verre avec gratitude, hochant la tête. Xavier avait toujours su lire dans ses pensées. Et surtout, il savait quand Lorenzo avait besoin de parler. Et lorsque le silence tomba, j'ai entendu parler de l'opération de ce soir, dit Xavier. Dans les cercles juridiques, les nouvelles circulent vite. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais pourquoi ne ressens-je pas la moindre joie face à cette victoire? Demanda Lorenzo à voix basse, les yeux fixés sur le liquide ambré dans son verre. Xavier poussa un profond soupir et s'assit dans le fauteuil en face de lui. Parce que ce n'était pas une victoire que tu voulais remporter, mon fils. C'est l'histoire de quelqu'un que tu aimais, qui t'a trahi. Peut-être que justice a été rendue, mais la blessure, elle, demeure. Ils burent en silence. Jusqu'à ce que Xavier demande. Tu la détestes? Un instant de silence. Puis Lorenzo répondit enfin. La haine demande un investissement émotionnel constant. Et je ne veux pas lui donner autant de pouvoir sur moi. Je ne lui pardonnerai pas. Certaines trahisons sont trop profondes pour être effacées par de simples excuses. Xavier hocha la tête en signe d'approbation. Tu peux avancer sans haine, sans pour autant devoir pardonner. C'est une manière plus saine de survivre à la trahison. Cette nuit-là, Lorenzo dormit dans la chambre d'amis de Xavier. Et pour la première fois, il ne rêva pas du visage de Vanessa. Dans la salle d'audience du tribunal fédéral, l'ambiance était solennelle et tendue. Lorenzo était à la barre des témoins, répondant aux questions du procureur Domingo. La salle était pleine de journalistes et de spectateurs. L'affaire avait attiré une large attention médiatique, impliquant des fraudes de grande ampleur et des clients influents. Monsieur Lorenzo, pouvez-vous décrire comment vous avez découvert les activités criminelles des accusés? Demanda Domingo d'une voix claire qui résonna dans la pièce. Lorenzo jeta un bref regard vers le banc des accusés. Nicolas portait un costume sombre et conservateur, tentant de préserver une image professionnelle, mais la peur dans ses yeux était impossible à masquer. Vanessa, elle, avait opté pour une tenue sobre, les cheveux relevés, paraissant bien plus âgée que dans ses souvenirs. Elle fixait droit devant elle, évitant volontairement le regard de Lorenzo. Tout a commencé par de subtils changements de comportement, répondit Lorenzo. Mais ce qui a vraiment éveillé mes soupçons, c'est une conversation que j'ai surprise accidentellement, l'automne dernier. Ils discutaient de la manière de cacher des comptes à l'étranger, et de manipuler les livres comptables de l'entreprise pour contourner les régulations. Pouvez-vous décrire comment vous avez rassemblé les preuves? Demanda le procureur. Lorenzo expliqua en détail comment il avait installé des dispositifs d'enregistrement, suivi les flux financiers et découvert des documents falsifiés. Son témoignage était froid, méthodique, aussi professionnel que lorsqu'il représentait ses clients au tribunal. Avez-vous jamais soupçonné que votre épouse Vanessa avait une liaison avec l'accusé Nicolas? J'ai remarqué certains signes, répondit-il calmement. Mais je n'en ai eu la confirmation qu'en écoutant leur conversation. Ce qui m'a réellement choqué, ce n'est pas tant la liaison. Mais comment ils prévoyaient d'utiliser ma confiance et notre mariage pour dissimuler leurs activités criminelles. Le procès dura 3 semaines, rythmé par une avalanche de preuves. Les enregistrements de Lorenzo furent diffusés. Les voix de Vanessa et Nicolas résonnaient dans la salle, décrivant clairement leur plan frauduleux, et comment manipuler Lorenzo. À chaque écoute, Lorenzo pouvait voir la stupeur et le dégoût se peindre sur les visages du jury. La preuve la plus accablante venait des archives clients de Nicolas, révélant qu'il aidait non seulement des clients fortunés à échapper à l'impôt, mais aussi à dissimuler des biens faisant l'objet d'enquêtes criminelles. Pendant ce temps, l'entreprise de Vanessa facilitait l'évitement des contrôles migratoires pour des demandeurs aux antécédents douteux, en utilisant de faux documents et des recommandations frauduleuses. Au cours de la 2e semaine du procès, une témoin nommée Elena prit la parole.
Mère célibataire colombienne, tremblante, elle décrivit comment Vanessa lui avait promis d'accélérer sa demande d'immigration, en lui extorquant la majeure partie de ses économies, en échange de services spéciaux. Madame Vanessa m'a dit que le supplément servait à passer par un canal privilégié. La voix d'Elena tremblait de colère et de douleur. J'ai payé $1000, presque toutes mes économies. Mais quand les agents de l'immigration ont commencé à remettre mes documents en question, elle m'a dit de me taire, me menaçant, si je la dénonçais, je serais immédiatement expulsé, et je ne reverrais jamais mon fils né aux États-Unis. En entendant ces témoignages, Lorenzo sentit la nausée monter. Ce n'était pas la Vanessa qu'il avait connue. Ou alors, c'était une facette qu'elle avait toujours cachée. Il la regarda. Vanessa était pâle, mais son expression restait dure, figée. Aucun signe de remords. Lors de la dernière semaine du procès, la défense tenta de redorer l'image de Vanessa et de Nicolas. Leurs avocats plaidèrent qu'ils étaient simplement des professionnels égarés, mettant en avant leur casier judiciaire vierge et leur passé irréprochable. Malgré leurs contributions passées à la communauté, des contributions qu'ils mettaient volontiers en avant pour tenter d'atténuer leurs responsabilités, le procureur Domingo s'est montré implacable. Il n'a cessé de dénoncer la nature systématique, réfléchie et froide de leurs manœuvres frauduleuses, ainsi que leur méprise absolue pour les victimes parmi lesquelles Lorenzo, et tous les clients qui avaient placé en eux une confiance totale. Ce n'était pas une simple erreur, ni un moment d'égarement ou une mauvaise décision prise sous pression, déclara Domingo d'une voix ferme, les yeux rivés sur le jury pendant son réquisitoire final. C'était un plan soigneusement élaboré, une escroquerie préméditée, pensée dans les moindres détails, et exécutée sur plusieurs années. Ce n'était pas une faille morale ponctuelle, mais un système de tromperie ancré dans la routine, masqué derrière des sourires professionnels et des mots rassurants. Les accusés n'avaient pas seulement causé des torts financiers. Ils avaient profité de la vulnérabilité émotionnelle de leurs clients, de leur confiance aveugle envers des experts supposément dignes et intègres. Mais ce qui avait véritablement choqué le procureur et le tribunal tout entier, c'était qu'ils avaient tenté d'utiliser les mécanismes mêmes de la justice pour protéger leurs profits illicites, comme si la loi n'était qu'un outil au service de leurs intérêts. Leurs actes, conclut Domingo, ne représentent pas seulement des crimes économiques, ils constituent une atteinte aux fondements moraux et juridiques de notre société tout entière. Le jury, visiblement bouleversé par la gravité de ce qu'ils avaient entendu pendant les audiences, mit à peine 8 heures à délibérer avant de prononcer un verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le jour du verdict, la salle d'audience était pleine à craquer. L'atmosphère y était lourde, comme chargée d'électricité statique. Des journalistes, des proches des accusés, des victimes, tous attendaient le moment décisif. Lorenzo était assis en silence sur la dernière rangée. Son regard était rivé vers l'avant, là où le juge moral s'apprêtait à rendre la sentence. Devant lui, les deux accusés, Monsieur Nicolas et Madame Vanessa. Le juge, un homme réputé pour sa rigueur et son impartialité, prit la parole d'une voix lente mais ferme. Monsieur Nicolas, Madame Vanessa, vous avez trahi non seulement vos clients, mais aussi les principes fondamentaux qui régissent vos professions. Vous avez utilisé vos statuts, vos connaissances, et la confiance du public pour orchestrer des fraudes d'une gravité extrême. Il se tourna alors vers Vanessa. Son regard s'assombrit. Ce qui rend votre conduite encore plus répréhensible, Madame Vanessa, c'est que vous avez trahi non seulement vos clients, mais aussi un mari loyal, qui a soutenu votre carrière à chaque étape. Ce tribunal juge votre comportement profondément perturbant et moralement inadmissible. Vanessa, visiblement crispée, gardait une apparence glaciale. Mais Lorenzo, attentif malgré lui, remarqua un détail révélateur, ses mains, si fermement jointes, tremblaient légèrement. Puis, le moment tant redouté arriva. Compte tenu de la gravité et de la durée des délits, ce tribunal condamne Monsieur Nicolas à 7 années de prison ferme, assortie d'une amende de $2 millions. Le juge s'arrêta un instant, inspira profondément, et poursuivit. Quant à vous, Madame Vanessa, en considération de votre coopération partielle durant l'enquête, la sentence sera la suivante, 5 années de prison et une amende d'1 million. Il y eut un frémissement dans la salle. De plus, tous deux perdraient définitivement vos licences professionnelles. Vous serez également tenu d'indemniser financièrement les victimes identifiées dans ce dossier. Le marteau du juge frappa avec force sur le bois. La sentence était désormais officielle. 2 agents de sécurité s'approchèrent alors pour escorter les accusés hors de la salle.
Mais avant qu'il n'ait pu l'atteindre, Vanessa se retourna brusquement. Ses yeux, rouges de rage, croisèrent ceux de Lorenzo. « C'est ça que tu voulais? Détruire toute ma vie ?» La salle fut secouée d'un murmure collectif. Certains spectateurs échangèrent des regards choqués. Les agents intervinrent aussitôt pour l'éloigner, la main tenant par les bras. Mais Lorenzo, lui, resta immobile. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de se lever et de quitter la salle en silence, sans se retourner. Il ne lui devait aucune explication. Pas après tout ça. Elle seule avait fait ses choix. Elle seule devait en assumer les conséquences. En sortant du tribunal, le soleil éclatant du début de l'été réchauffait son visage. Il y avait dans l'air une chaleur presque étrange, comme un contraste saisissant avec la tension des derniers mois. Le procès était terminé. Mais Lorenzo savait au plus profond de lui que ce n'était que le début d'un long chemin vers la guérison. Quelques semaines plus tard, dans une salle de réunion paisible à l'intérieur de la bibliothèque publique de Boston, Lorenzo se tenait devant un petit groupe de nouveaux arrivants. Tous des immigrants, venus de différents coins du monde, un peu perdus, un peu nerveux. Il leur parlait de leurs droits légaux, de leur protection en tant que résidents sur le sol américain. Depuis la fin du procès, Lorenzo avait pris une décision importante, il avait réduit considérablement sa pratique privée pour se consacrer aux droits de l'immigration, devenant conseiller juridique pour l'Alliance des Nouveaux Américains. Peu importe votre pays d'origine, peu importe votre niveau d'anglais, dit-il avec chaleur, vous avez tous ici droit à un traitement juste et équitable. Si quelqu'un essaie d'utiliser votre statut migratoire pour vous faire peur, pour vous manipuler ou vous arnaquer, ne restez pas seul. Il existe des ressources, des personnes prêtes à vous aider. Après la conférence, Elena, la mère colombienne qui avait témoigné lors du procès, s'approcha de lui avec un sourire rayonnant et les yeux brillants. « Lorenzo, je viens tout juste de recevoir l'approbation de ma carte verte, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Merci du fond du cœur. » Lorenzo posa une main douce sur son épaule. « C'est toi qui le mérites, Elena. Tu es une femme forte, une mère admirable, et tu mérites un avenir sur ici. » Elle baissa légèrement les yeux, puis demanda. « Tu sais ce qu'elle devient? Vanessa ?» Lorenzo détourna le regard, son visage devenant plus dur, plus distant. « Je n'en sais rien, et je ne veux pas le savoir. Cette page-là est tournée. Définitivement. » Elena hocha lentement la tête, posant sa main sur son bras avec bienveillance. Parfois, oublier, c'est la meilleure façon d'avancer. Mais Lorenzo savait que lui n'oublierait jamais. Pas parce qu'il était prisonnier du passé. Mais parce que oublier, ce serait risquer que les mêmes erreurs, les mêmes abus, se reproduisent ailleurs. Il choisit alors autre chose. Il choisit d'apprendre. De devenir plus attentif. Et surtout, de tendre la main à ceux qui avaient encore besoin de reconstruire leur vie. Boston, en cette saison estivale, débordait de vie. Les arbres étaient couverts de feuillage. Les parcs étaient animés par des rires, des pique-niques, des enfants courant pieds nus dans l'herbe. Lorenzo s'était installé dans un nouvel appartement, loin de tous les souvenirs douloureux de sa vie d'avant avec Vanessa. Il avait même commencé à explorer de nouveaux centres d'intérêt, des cours de cuisine le week-end, des concerts de jazz le jeudi soir, quelques voyages en solitaire quand l'envie le prenait. La douleur n'avait pas complètement disparu. Parfois, elle revenait, surtout dans le silence pesant de la nuit. Mais elle était devenue plus douce, moins tranchante, plus facile à supporter. Et puis, il y eut cette rencontre. Dans le cadre de son travail pour les droits des immigrants, il fit la connaissance de Mercedes, une psychologue spécialisée dans le soutien mental aux personnes déracinées. Une femme douce mais assurée, avec une voix apaisante et des yeux bruns pleins de compréhension. Serena et Lorenzo avaient pris l'habitude de dîner ensemble, plusieurs fois par semaine. Autour de bons plats et dans une ambiance feutrée, ils discutaient de tout, du travail, des livres qu'ils avaient lus ou voulaient lire, et de la vie en général, ses joies, ses douleurs, ses mystères. Une nuit, après leur 5e dîner partagé, alors que le vin avait un peu réchauffé les langues et les esprits, Mercedes brisa doucement le silence. « Tu ne parles jamais de ton ex-femme, » dit-elle avec curiosité, mais sans jugement. « Est-ce un sujet interdit ?» Lorenzo prit un instant pour réfléchir. Son regard se perdit dans son verre, puis revint doucement vers elle. « Ce n'est pas interdit, » répondit-il calmement. «
C'est juste, un sujet que j'ai déjà exploré, digéré, accepté. Elle m'a trahi. Pas seulement en tant qu'épouse. Elle a trahi ce que nous étions censés représenter ensemble, nos valeurs communes, nos principes moraux, notre intégrité partagée. Mercedes, surprise par la franchise de sa réponse, lui demanda alors. « Tu la détestes encore ?» Lorenzo la regarda droit dans les yeux. « La haine, dit-il, c'est une énergie précieuse que je préfère consacrer à des choses utiles, constructives. J'ai des responsabilités, des rêves, des causes à défendre. Je ne peux pas me permettre de la gaspiller. Mais non, je ne lui pardonnerai pas non plus. Il y a des actes qui laissent une empreinte irréversible. Certaines choses, une fois faites, ne peuvent tout simplement pas être défaites. J'ai fait la paix avec ça. Et j'ai choisi de regarder vers l'avenir. » Mercedes hocha lentement la tête, en signe d'approbation sincère. « C'est une posture saine, déclara-t-elle avec douceur. Ne pas pardonner, ce n'est pas rester prisonnier du passé. Beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Ils pensent qu'on doit forcément pardonner pour avancer. Mais c'est faux. Ce qui compte, c'est de se libérer, à sa manière. » Lorenzo lui fut reconnaissant de cette compréhension si rare. Contrairement à Vanessa, Mercedes ne remettait jamais en cause ses valeurs ni ses choix professionnels. Elle ne considérait jamais son engagement envers les personnes vulnérables comme une faiblesse, ou comme un idéalisme naïf. Bien au contraire, elle y voyait une force, une preuve de conviction et de courage. Avec le passage des jours chauds de l'été aux teintes orangées de l'automne, la relation entre Lorenzo et Mercedes se transforma doucement. Elle prit de la profondeur, de la chaleur, et de la sincérité. Chacun d'eux portait en silence des cicatrices, des blessures anciennes, des déceptions. Mais chacun, à sa manière, était prêt à laisser une porte entr'ouverte vers de nouveaux possibles. Lorenzo découvrit, presque avec étonnement, que malgré l'amertume de la trahison, malgré la désillusion laissée par Vanessa, il pouvait encore faire confiance. Sa confiance n'était plus aveugle, ni spontanée. Elle était devenue plus réfléchie, plus lucide. Mais elle existait toujours. Un après-midi paisible de septembre, alors que la lumière dorée du soleil entrait par la fenêtre de son bureau, Lorenzo reçut une lettre. Elle venait de la prison fédérale pour femmes. Dès qu'il vit l'enveloppe, il reconnut l'écriture. C'était celle de Vanessa. Il la contempla longuement. Trop longtemps. Puis, sans l'ouvrir, il la glissa dans un tiroir de son bureau, et le referma avec calme. Il n'avait besoin ni d'excuses, ni d'explications. Les mots de Vanessa ne signifiaient plus rien pour lui. Ce soir-là, assis en face de Mercedes dans un petit restaurant calme, il lui parla de la lettre. « Tu n'as pas envie de savoir ce qu'elle a écrit ?» demanda-t-elle, intriguée. « Non » répondit-il, d'une voix posée mais ferme. « Quelle que soit la teneur de ces mots, cela ne changera rien aux faits. Les actes ont été commis. Les conséquences sont là. Et dans ma vie, ces paroles ont perdu tout poids, toute légitimité. » Mercedes ne chercha pas à le faire changer d'avis. Elle n'insista pas, ne le poussa pas à ouvrir cette lettre. Elle se contenta de respecter sa décision, profondément. Et c'est justement ce que Lorenzo admirait chez elle, cette capacité rare à comprendre les frontières invisibles, les silences qu'il fallait respecter. Elle ne tentait jamais de le forcer à ressentir ce qu'elle croyait qu'il devait ressentir. En octobre, Lorenzo reçut un appel inattendu de Xavier. Nicolas a officiellement demandé une réduction de peine, l'informa-t-il. Il prétend qu'il est prêt à livrer des informations sur d'autres schémas d'évasion fiscale. Il commence à chanter, hein. Lança Lorenzo, amer. 7 ans de prison, ça lui a fait revoir ses priorités. Tu crois qu'il va obtenir ce qu'il veut? Peut-être qu'on lui enlèvera quelques mois. Mais pas plus. Les preuves contre lui sont bien trop solides. Xavier marqua une pause, hésita. Puis ajouta. Il y a quelque chose d'autre? Tu devrais le savoir. Il affirme que Vanessa était le cerveau derrière toute l'opération. Il dit qu'elle a utilisé son expertise, sa position, et ses failles personnelles. Lorenzo lâcha un rire sans joie. Typique de Nicolas. Toujours à se chercher un bouc émissaire. Toujours prêt à vendre les autres pour sauver sa peau. Ce sont deux adultes. Deux complices. Chacun a fait ses choix. Je suis d'accord, répondit Xavier. Mais je voulais que tu sois préparé.
Si jamais les médias se remettent à parler de l'affaire. Après avoir raccroché, Lorenzo sentit une lassitude étrange l'envahir. Rien de tout cela ne le surprenait vraiment. Mais cela lui rappelait que le passé, même lorsqu'on croit l'avoir laissé derrière, trouve parfois un moyen de revenir. Sous une autre forme. Une semaine plus tard, un journaliste tenta de le contacter pour une interview à propos des nouvelles accusations de Nicolas. Lorenzo refusa poliment, mais fermement. Il déclara seulement. Les faits ont été établis, confirmés par le tribunal. Je n'ai aucun commentaire à ajouter. Et pourtant, cette vague soudaine d'attention médiatique eut une conséquence inattendue. Plusieurs anciens clients de Nicolas prirent contact avec Lorenzo, inquiets, cherchant des conseils juridiques. Ils voulaient comprendre comment gérer d'éventuels problèmes fiscaux. Lorenzo les orienta vers des confrères de confiance. Mais en les écoutant, en découvrant leurs histoires, il réalisa que les dégâts causés par Vanessa et Nicolas étaient bien plus étendus qu'il ne l'avait cru. Un après-midi froid et gris de novembre, le téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit. C'était Elena. Sa voix tremblait. Lorenzo, je viens de recevoir une lettre. De Vanessa. Il se redressa aussitôt. Elle me demande de signer une déclaration. Elle veut que j'écrive que oui, elle a essayé de m'aider. Apparemment, cela pourrait réduire sa peine. Lorenzo sentit une tension immédiate dans tout son corps. Ne signe rien, Elena. Je vais venir voir cette lettre moi-même. L'appartement d'Elena était modeste, simple, mais soigné. Sur les murs, des photos et des dessins d'enfants apportaient une touche de vie et d'espoir. Elena lui tendit une enveloppe. Une lettre manuscrite, soigneusement pliée, se trouvait à l'intérieur. Dans une lettre soigneusement imprimée sur du papier à en-tête officielle, Vanessa exprimait une inquiétude apparente, presque théâtrale, face à la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouvait Elena. Elle y affirmait, avec des mots soigneusement choisis, qu'elle n'avait été qu'un simple pion, une intermédiaire mal orientée, presque innocente dans cette affaire complexe. Elle rejetait habilement toute responsabilité sur Nicolas, qu'elle désignait entre les lignes comme le véritable instigateur de toute la manipulation. Dans cette même lettre, Vanessa insinuait subtilement que si Elena acceptait de témoigner en sa faveur en affirmant qu'elle avait essayé de l'aider sincèrement, cela pourrait jouer en sa faveur lors de l'examen de sa peine. Elle laissait entendre qu'une telle déclaration pourrait raccourcir sa détention et lui permettre de sortir plus tôt de prison. Ainsi libérée, elle pourrait, selon ses propres mots, continuer à aider des familles dans le besoin, comme celle d'Elena, utilisant la compassion comme une arme. Lorenzo termina la lecture de cette lettre en ressentant une montée brutale de colère dans tout son corps. Même derrière les barreaux, même enfermée, Vanessa continuait à agir avec une froideur calculée, manipulant les autres avec la même habileté perfide qu'avant. Elle n'avait pas changé. Elle ne regrettait rien. Elle avait simplement changé de masque, troqué l'agression ouverte contre des stratégies de victimisation et de flatterie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Demanda Elena, visiblement troublée, une inquiétude palpable dans la voix. Est-ce que cela pourrait mettre en danger mon statut migratoire ? Non, absolument pas, répondit Lorenzo avec une assurance ferme et protectrice. Ton statut est désormais légal. Il est protégé par décision judiciaire. Ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre de manipulation, une tentative désespérée de semer le doute et de continuer à exercer un contrôle sur toi. Il replia lentement la lettre, puis le document annexé, les remit dans leur enveloppe d'origine avec calme et fermeté. Mon conseil, Elena ? Ignore tout cela. Ignore-la complètement. Et si jamais elle reprend contact, même une seule fois, tu dois me prévenir immédiatement. Elena inspira profondément, et ses épaules se relâchèrent visiblement. Merci, Lorenzo, merci infiniment. Savoir que je peux compter sur toi, que tu me soutiens, ça me donne la force de tenir bon. Lorsque Lorenzo quitta l'appartement d'Elena, une nouvelle énergie bouillonnait en lui. Une détermination encore plus ancrée. Il comprit à cet instant que Vanessa ne changerait jamais. Non seulement elle ne regrettait rien de ce qu'elle avait fait, mais elle continuait à chercher à nuire à ceux qu'elle avait déjà blessés. Cela ne faisait que confirmer davantage que sa décision de lui tourner définitivement le dos, de refuser tout pardon, était non seulement juste, mais essentielle. De retour chez lui, Lorenzo fut accueilli par l'odeur chaleureuse d'un dîner en préparation. Mercedes, sa compagne, était dans la cuisine, un sourire doux sur les lèvres. Depuis qu'ils avaient commencé à se fréquenter,
Elle passait souvent ses soirées chez lui, transformant son appartement froid et silencieux en un espace de chaleur, de vie et de réconfort. « Tu as l'air préoccupé », remarqua Mercedes en lui tendant un verre de vin rouge. « Dis-moi ce qui ne va pas. » Lorenzo s'assit, prit une gorgée du vin, puis lui parla de la lettre de Vanessa, de cette nouvelle tentative de manipulation, même derrière les barreaux, et de la manière dont elle essayait maintenant d'utiliser Elena pour obtenir ce qu'elle voulait. « C'est incroyable, dit-il. Même en prison, elle n'a pas changé. Elle essaie encore de contrôler les autres, sans la moindre trace de remords. » Mercedes réfléchit un instant, silencieuse, puis dit avec gravité. « Certaines personnes ne changent jamais, Lorenzo. Elles affinent simplement leur méthode. C'est pourquoi les limites, les frontières claires, sont si importantes. »« Tu as entièrement raison, répondit-il. Ce qui me trouble, c'est de penser qu'Elena n'est peut-être pas la seule. Et si d'autres femmes, d'autres familles, recevaient des lettres semblables? Alors, fais de cette inquiétude une action, proposa Mercedes. Pourquoi ne pas alerter publiquement? Utilise ton organisation pour diffuser un message d'avertissement. Préviens les autres avant qu'ils ne tombent dans le même piège. Lorenzo se sentit touché, inspiré même. C'était cela, être avec Mercedes, elle ne lui apportait pas seulement du soutien émotionnel, elle l'aidait à transformer ses émotions en solutions concrètes. Dès le lendemain, Lorenzo convoqua une réunion avec ses collègues de l'Alliance pour les Nouveaux Américains. Ensemble, ils rédigèrent un communiqué d'alerte, destiné à toutes les personnes ayant eu des liens avec des affaires de fraude similaires. Une ligne téléphonique spéciale fut mise en place, permettant à ceux qui recevraient ce type de message de bénéficier de conseils juridiques et de soutien moral. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la réaction massive. En quelques jours seulement, cette ligne téléphonique reçut plus d'une douzaine d'appels. Et ce n'était pas uniquement à propos de Vanessa. D'autres noms furent cités. D'autres personnes, incarcérées pour des délits similaires, tentaient de manipuler à distance, espérant réduire leur peine. Tous ces témoignages furent soigneusement archivés, vérifiés, et ensuite transmis aux autorités pénitentiaires compétentes. L'ampleur de ces pratiques attira rapidement leur attention. Début décembre, Lorenzo reçut une lettre officielle du département de l'administration pénitentiaire. Vanessa venait de perdre tout droit à une réduction de peine. Ces tentatives de manipulation avaient été considérées comme un signe flagrant de non-repentir. Elle devrait, selon toute vraisemblance, purger la totalité de sa peine de 5 ans. Xavier, son ami de longue date, l'appela dès qu'il apprit la nouvelle. « J'ai entendu dire que Vanessa ne pourra plus bénéficier d'une réduction de peine. » « Elle l'a bien cherché, » répondit Lorenzo d'un ton calme, sans satisfaction. « Et toi, comment tu te sens, vraiment ?» demanda Xavier, avec une sincère inquiétude dans la voix. Lorenzo réfléchit un instant, puis répondit. « Je me sens en paix. Ce n'est pas une question de vengeance. Ce n'est pas une victoire. C'est une question de justice. Et surtout, de protection. Protéger ceux qu'elle pourrait encore atteindre si on ne l'arrêtait pas. Tu as tellement grandi, mon fils, dit Xavier, la voix pleine de tendresse. Depuis que je te connais, tu as toujours été une personne droite. Mais aujourd'hui, tu es aussi fort. Et sage. » Lorenzo le remercia profondément, puis raccrocha. Il se leva, s'approcha lentement de la fenêtre de son appartement, et regarda l'horizon de Boston. Une sensation de calme profond l'envahit. La douleur, bien que toujours présente en lui, ne dictait plus sa vie. Elle faisait partie de son histoire, oui, mais ne contrôlait plus son avenir. Il avait reconstruit son monde, pièce par pièce. Il avait trouvé une nouvelle raison de se lever chaque matin. Et surtout, il avait retrouvé sa paix intérieure. Et peut-être, juste peut-être, un nouvel amour à l'horizon alors que le printemps pointait le bout de son nez. Lorenzo, accompagné de Mercedes, se rendit au dîner annuel de l'Alliance pour les Nouveaux Américains, où il était invité en tant que conseiller juridique de l'organisation. Ce dîner représentait bien plus qu'un simple événement social, c'était une occasion de se rassembler, de célébrer la réussite de ceux qui avaient surmonté tant d'épreuves pour commencer une nouvelle vie dans ce pays. Lorenzo, avec son expérience et ses compétences, était respecté parmi ses pairs et bien plus encore par les immigrants qu'il avait aidés tout au long de sa carrière. Il se tenait là, au podium, invité à prononcer un discours. Il parcourut des yeux la vaste salle pleine de monde, apercevant de nombreux visages familiers, des clients qui lui étaient reconnaissants,
des immigrants qu'il avait guidés dans des moments difficiles, des collègues qu'il avait soutenus dans des épreuves que beaucoup auraient trouvées insurmontables. Et puis, il y avait Mercedes, son soutien indéfectible, assise au premier rang, les yeux brillants d'encouragement et de fierté. Lorenzo prit une profonde inspiration, ses pensées se mêlant à son discours. L'année dernière a été l'une des plus difficiles de ma vie, commença-t-il, la voix ferme mais pleine d'émotion. J'ai été confronté à la trahison, j'ai assisté à des mensonges, et j'ai perdu des relations que je croyais solides. Des relations que je pensais inébranlables. Mais, au milieu de cette tempête, j'ai également découvert en moi une force insoupçonnée et une nouvelle direction pour ma vie. Il tourna son regard vers Elena et son fils, assis tranquillement dans un coin, vêtus de leurs plus beaux vêtements, montrant ainsi leur respect pour cet événement particulier. Leur présence, tout comme celle de Mercedes, lui apportait une forme de confort et de sérénité. Lorenzo se redressa et continua, sa voix empreinte de conviction, la véritable force ne provient pas de la vengeance, ni de l'amertume. Elle se trouve dans la capacité de faire ce qui est juste, même lorsque l'injustice semble tout autour de vous. Et ce n'est pas une petite tâche. Chaque personne qui arrive dans ce pays, qui cherche une nouvelle chance et un nouveau départ, mérite d'être traitée avec dignité, honnêteté et respect. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous travaillons tous dans cette direction. Les applaudissements commencèrent à résonner, remplissant la salle d'une énergie positive. Lorenzo sentit une vague de satisfaction l'envahir. Il avait franchi tant d'obstacles, pas parce qu'il avait choisi de pardonner, mais parce qu'il avait fait un choix conscient de ne pas laisser la trahison devenir le centre de sa vie et de son avenir. Ce choix, bien qu'il ne fût pas facile, lui avait permis de trouver une paix intérieure qui n'avait pas de prix. Après le dîner, Lorenzo et Mercedes se dirigèrent vers la rive de la rivière Charles, là où la brise douce et fraîche du printemps semblait effacer tous les souvenirs douloureux du passé. L'air, empli de la senteur de la nature renaissante, apportait avec lui une sensation de renouveau et d'espoir. Ils se tenaient la main, se promenant lentement tout en discutant de la soirée. Mercedes brisa finalement le silence en disant, les yeux pleins de compréhension, « Ce que tu as dit ce soir, Lorenzo, c'était vraiment puissant. En particulier cette partie sur le fait de ne pas laisser la trahison te définir. C'est tellement vrai. » Lorenzo la regarda, son cœur réchauffé par la sagesse de ses paroles. « Oui, » répondit-il avec une voix posée. « Je ne pardonnerai jamais ce que Vanessa a fait. Ce serait nier non seulement la douleur des victimes, mais aussi la gravité de ses actes. Pourtant, cela ne signifie pas que je vais me laisser détruire par la rancune et le ressentiment. » Mercedes acquiesça d'un signe de tête. C'est une sagesse rare, Lorenzo. La plupart des gens réagissent soit en se noyant dans une amertume infinie, soit en pardonnant trop vite, cherchant à apaiser une douleur profonde avec une paix superficielle. Mais toi, tu as trouvé un chemin différent, un chemin qui consiste à accepter ce qui s'est passé tout en choisissant de continuer à avancer de manière positive, sans laisser les fantômes du passé briser ton avenir. Lorenzo sourit doucement, reconnaissant de la compréhension de Mercedes. Après tout ce qu'il avait vécu, la trahison, la douleur, la perte, il avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait ses valeurs, quelqu'un qui ne cherchait pas à tirer profit de sa vulnérabilité. En traversant le pont de Harvard, il se souvint de cette nuit pluvieuse, il y a un an, où il avait quitté le restaurant, le cœur brisé, mettant ainsi fin à 13 années de mariage. Le souvenir de cette nuit-là, la douleur de l'abandon, semblait encore si vif, comme si le temps ne l'avait pas encore guéri. Mais à ce moment précis, alors qu'il se tenait près de la rivière, entouré par la beauté du printemps, il comprit une vérité fondamentale, le prix de la trahison est effectivement lourd. Mais la véritable perte revient à ceux qui choisissent de trahir. Et pour ceux qui, malgré tout, choisissent de rester fidèles à leurs principes, même face à la trahison, il est toujours possible de trouver un nouveau départ, une joie véritable et authentique. Les lumières de Boston scintillaient au loin, se reflétant sur la rivière, comme autant de possibilités nouvelles, de nouveaux horizons qui se dessinaient dans la vie de Lorenzo. Il ne savait pas de quoi serait fait l'avenir, mais il était convaincu d'une chose, il avait fait les bons choix. Il n'avait pas pardonné l'impardonnable, mais il avait choisi de ne pas laisser les ombres du passé obscurcir la lumière de son futur. Ce n'était pas la fin parfaite que tout le monde espérait, car la vie, en toute vérité, ne propose jamais de fin parfaite. Mais ce qu'il vivait aujourd'hui, c'était une continuation réelle et digne de ce nom. Dans cette continuation, Lorenzo avait trouvé sa paix et sa force non pas à travers le pardon, mais à travers la décision de mener une vie meilleure, fidèle à ses principes,
et entouré de personnes dignes de confiance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire pleine de rebondissements émotionnels. Nous aimerions vraiment savoir d'où vous regardez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires, quelle heure est-il chez vous? Peut-être que c'est le matin, l'après-midi, ou la nuit, mais dans tous les cas, nous vous souhaitons une journée magnifique. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant et émouvant. Nous espérons vous retrouver pour notre prochaine histoire. Okay. That's crazy, Mina, that you lost like a cool 50,000 mana and you're still second place. Okay, oh, I can make a bet. Let's go ahead and do that. Alright, we're ready. Oh, I didn't actually finish cooking one. Oh well. Alright, we're gonna find a cave. Pronto stat. There's the cave. Oh. Well, thank you. We got a loot box from Philip. It gave me oak logs that have an impossible status, which is an armor trim. But this pale oak is actually very nice. It looks very nice. You might be able to build a little house out of that. Did all my laundry, folded, put it away, cleaned out my car, sorted all my Sally loot.